Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui essaie de tout casser quand tout est en train de marcher. Bonsoir et bonne année. Oui. Meilleurs vœux, il était temps. Oui, il était temps. Oui, on a pris un petit peu de retard, on a eu du mal à se remettre des fêtes. Je suis One A Pied, c'est moi qui vais vous héberger dans ce podcast qui est hébergé lui-même. Non, c'est moi qui héberge. Par Isaac. C'est pas toi qui as fait Bonsoir et bonne année à tous. Et Thio à mes côtés qui... Chauffe les pizzas, fait le café, serre les sirops, Voilà. allez. C'est le serveur. Normalement, c'est Isaac le serveur. Ouais, mais il est malade ce soir. Ouais, désolé. Dans cette émission, nous allons avoir un petit programme avec des express. Alors on a décidé au niveau des express d'arrêter de vous saouler avec tous les comics qu'on lit, parce que quand on vous en parle en général, ils sont plus trouvables. Donc on essaiera de revenir de temps en temps sur les arcs qu'on a lus et qui sont réédités en album. Mais on va plus vous parler des comics fascicules qui sortent en kiosque. Si vous trouvez que c'est une idée débile qu'on a là, bah dites-le nous. On en reparlera. Donc un express, on va parler de 3 bandes dessinées d'origine asiatique et américaine. Nos chroniques, ce sera Courtney Crumrin numéro 6, Badass numéro 2, Young, Lueur de nuit. Nous enchaînerons ensuite avec une carte blanche donnée à Thibaut, l'hôte de ces lieux, l'homme qui nous a fait venir sur Synops Live, qui nous parlera de Marvel Now. Notre splash page sera consacrée à l'origine des contes, des réécritures des origines de Barbe Bleue, Blanche-Neige et Pinocchio. Un petit online qui s'intéressera à Tintin, puis le docteur Tizak vous balancera toutes les saloperies qu'il sort d'habitude en lisant votre courrier. Ouais, pas tant que ça, pas tant de saloperie que ça. Tu vas faire le gentil aujourd'hui ? Oui. Et je pense qu'on aura fini. Vous risquez de nous entendre mâchouiller en pleine émission, car nous avons... Car contrairement au tweet que j'ai envoyé il y a environ 2 heures où je disais 30 minutes d'installation, on a changé tous les réglages, tout marche nickel du feu de Dieu. Et ben Ça marchait tellement bien, on a voulu innover en fait. marchait Et tellement si on bien. faisait ça avant ? Ça marchait tellement bien qu'à 25 minutes du début, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un gros bug. et que Finalement, on a bien fait d'essayer voilà. d'enregistrer. Voilà, donc ça nous a permis de tout corriger, donc j'espère que tout va bien de votre côté et que ça fonctionne bien. Donc, Allez, on voit la patate. on envoie la patate. Je voulais juste vous rappeler que les OSC Awards sont toujours en place, ils sont toujours là, vous pouvez toujours voter pour des BD que nous avons sélectionnés dans diverses catégories. Certains vainqueurs, c'est un peu gagné 40 000 watts d'avance, mais il y a encore quelques égalités sur des titres particuliers, donc je vous recommande d'aller regarder les OSC Awards et de voter si vous ne l'avez pas fait, ou bien alors de faire comme Matt Manga qui s'est connecté de 2 ordinateurs différents en se loguant pour voter 2 fois. Donc C'est moche hein. Ah, mais c'est bon, ça, c'est pour tricher, c'est bon. voilà, je sais qu'il nous écoute. Je t'ai vendu. Eh bien, nous allons pouvoir de suite démarrer avec notre Express. Express. C'est parti. Nous commençons par vous parler de Opus, le tome 2. Alors, Opus, on pourrait parler très longuement de ce tome 2, mais on a déjà parlé très longuement du tome 1, et il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter dessus. Donc, Opus, ça nous raconte l'histoire d'un auteur de manga. Sa série va être arrêtée, il décide de l'arrêter, donc de tuer un des personnages, et le personnage ne veut pas, et vole la planche où il se fait tuer, et l'auteur se retrouve dans le manga lui-même. Et il fait des allers-retours entre la réalité et le manga avec ses personnages, avec ses pouvoirs, etc. Malheureusement, cette bande dessinée a eu un gros problème, c'est que l'éditeur qui l'a publié, le magazine qui l'a publié, a mis la clé sous la porte, et donc Satoshi Kon n'a jamais pu finir cette bande dessinée. Il a toutefois... Et puis en plus après il est mort donc du coup. Oui, enfin, il est mort quelques années après, donc... Ouais mais ça l'a encore moins aidé pour finir. Voilà. Je pensais qu'il avait pas fini parce qu'il était mort, mais en fait non, c'est pas pour ça. Quoi qu'il en soit, ce qu'il a fait, c'est qu'il a refait une sorte de pseudo-fin où il a dessiné très très vite au crayonné. Enfin, on a vraiment le crayonné, c'est super intéressant à regarder parce qu'on a tout un chapitre qui est crayonné où il nous raconte une fin, où il essaye de clore son histoire en faisant encore une deuxième couche de mise en abîme parce que là, il y a lui-même qui intervient dedans, etc. C'est franchement une très 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 bonne BD, un très bon manga que je vous recommande. C'est chez IMHO, et si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller lire notre podcast, nous en avons parlé.
Et là, tu vois, j'ai pas mes jingles de près, donc franchement, je prends Lire un jingle, lire un podcast, Pierrick, moi ça me déprime d'entendre ça. Le tome 7 de Tonichu. On va vous spoiler le tome 6. Hein, on va faire ça. Bon, en gros, un proche de Tonichu est décédé et il s'en remet pas du tout. Il est réintégré dans la RAS, le truc qui lutte contre les méchants vendeurs de poulets. Et il a vraiment les boules. Vraiment. Il est devenu très très méchant. Voilà. Et franchement, faut pas lui marcher dessus. C'est son collègue qui commence très embêté. Qui est très embêté parce que lui, pour aider Tonichu, il a commencé à coucher un peu avec tous les gens qui embêtaient Tony. Homme, femme, il est très ouvert comme bonhomme. Il y en a qui y vont et qui pètent la gueule. Et là, lui, il menace de coucher. Et là, le problème qu'il a, c'est que maintenant, ces deux prétendants, qu'il le cherche en même temps. Donc, Tonichu, tu en as... Il les a dressés les uns contre les autres. Thio. Moi, j'évite de m'étouffer avec ma pizza et puis avec les blagues de Tizak. Oui. Alors, vraiment, un tome super intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent à l'intérieur. Tant sur le personnage de Tonichu, mais surtout sur toutes les intrigues. Avec le vampire, avec l'ancien cybopathe qui était aussi au RAS. Donc vraiment, ça devient sympa. Ça a l'air super sympa, le tome 7 de Tonichu. Ouais. J'aurai le droit de le lire un de ces jours, les copains. Il est dans la case de droite. On te le Merci laisse. les copains. On te l'a mis dans ta case de trucs à lire. Allez, bonne soirée. Et on continue sur un truc qu'il faut absolument lire, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va raconter dessus qu'on n'a pas déjà dit. Je pense que le tome 6 de cette bande dessinée sera une splash page. C'est Lock and Key. Le tome 6 sera le dernier. Là, on va vous parler rapidement du 5. Qu'est-ce que ça raconte, Thio ? C'est plus frais pour toi que pour moi. Franchement, moi, le seul truc que tu me dis, c'est d'ailleurs, c'est qu'est-ce que t'as pensé de Lock and Key ? Et je t'ai dit, oh, putain, c'est trop bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est à peu près ça. En gros, ce tome va s'intéresser un peu aux origines des clés, comment elles fonctionnent, pourquoi est-ce que... Surtout comment elles ont été faites, Voilà. d'où vient l'histoire, en fait, tout ce qui a été fait au début. Pourquoi c'est le petit frère qui les trouvait tout le temps, et ça, j'avais pas fait gaffe. C'est le petit détail bien foutu, et effectivement, c'est le petit frère qui les trouvait tout le temps. Il y a une raison, ça tient la route. Lock and Key, c'est donc une superbe série chez Milady. C'est ça, surtout, c'est que tu t'aperçois en fait que tout tenait la route depuis le début. Et en plus, il n'use pas de la facilité à faire... il commence un peu à faire la clé de l'épisode un moment, et très très vite, il en est sorti. Et franchement, c'est très très bon, et ça fout bien les chocottes. C'est une très très bonne BD d'horreur. Excellente série. D'ailleurs, elle est au C Award, elle est plutôt bien placée. Elle était au Eisner Award aussi, mais c'est un petit truc... c'est moins intéressant. C'est moins intéressant que le OC, quoi. Courtney Crumrin, tome 6. Alors, Courtney Crumrin, tome 6, c'est quelque chose qui revient d'un peu loin pour nous, parce qu'on l'a lu il y a très longtemps. Tizak voulait se lancer dans la série, mais il n'a pas eu le temps encore de lire le tome 1, ce qui fait qu'on a attendu. Et j'avoue que je me suis dit, à un moment, il faudrait peut-être qu'on en parle. Donc, excusez-nous si on est un peu nébuleux sur cette chronique. Par exemple, je peux faire un truc super rigolo et dire à Thio, alors, que nous raconte ce 6e tome ? Je tiens tout de suite à remettre les choses dans leur contexte. J'ai eu en main le tome 1 et j'ai lu le tome 1. Je n'ai pas eu la suite. Je veux un droit de réponse. Je veux un droit de réponse. Je vous demande de vous arrêter. Il fallait nous le demander, me le demander. Regarde ma case de droite là-bas. Alors donc je signale qu'il l'avait demandé au dernier enregistrement où j'étais présent. C'est-à-dire il y a un mois de ça déjà. Bon, ceci étant dit, c'est fait. Donc, vas-y, parle-moi après ces petites guéguerres internes. Alors, Courtney Crumrin, en fait, c'est... Non, en fait, moi, j'ai juste situé, voilà, c'est une petite fille qui est recueillie par son oncle. Aloysius. Aloysius, qui est en fait un... Je me souviens du nom d'un personnage, c'est que la série est bonne. Merci. Et donc, Aloysius est un... Moi, je me souviens de Cold Seavers. C'est un magicien. Ça veut pas dire que la série est bonne. Et en fait, donc, ce magicien... Effectivement. Ça, c'était une vanne qui tombait à pic. Vas-y, poursuis. Je sais que c'est pas facile. Je suis désolé pour tous nos auditeurs qui donc doivent être à peu près un petit peu dépressifs quand même en ce début d'année. Donc Aloysius est un magicien. Courtney Crumrin en fait va s'apercevoir justement des pouvoirs au fur et à mesure de son oncle oula. Vas-y, continue, je vais régler ton micro. Oula, il me touche. Et donc du coup voilà. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Vas-y, parle. Donc du coup, elle va découvrir tout le monde fantastique des contrées oubliées, des contrées où on n'aurait pas le droit d'aller en tant qu'humaine. Des mondes de la magie où il y a des créatures féeriques maléfiques. Enfin maléfiques.
qui ne pensent pas comme nous. Qui sont un petit peu méchantes. Et au fur et à mesure, en fait, farceurs. Courtney va faire quelques bêtises. Son oncle avait fait aussi quelques bêtises avant elle. Et du coup, elle va se retrouver grosso modo avec les dirigeants des magiciens qui vont vouloir sa peau et la peau de son oncle. Oui, parce qu'en fait, dans le tome 5, on avait eu quelque chose de très intéressant. C'est qu'on avait eu un retournement total de situation où on avait toute l'histoire de Courtney Crumrin montrée sous les yeux d'un autre personnage. Donc tout ce qui s'était passé dans les tomes précédents. Et on se rendait compte qu'en fait, on s'est attaché à ce personnage. Super vilaine. Connerie sur connerie. Ouais, elle a fait connerie sur connerie. Elle était pas si sympathique que ça, cette petite fille. Bon, elle fait pas exprès, il y a une innocence. Elle fait que des conneries. Et donc, ce tome 6 clôt l'histoire, la clôt plutôt bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne série. J'aime beaucoup le dessin de l'auteur. C'est la fin? Oui. Oh, ouais, c'est bien, je pourrais tout lire d'un coup. Voilà. J'aime beaucoup le dessin de l'auteur, qui est vraiment... De qui? L'auteur. Ted Neffé. Alors celle-là, voilà. Voilà. Attendez. J'ai regardé vers la BD, mais là... comme il a checké l'anti-sèche, D'ici, je suis pas capable de le lire, et ça m'est revenu juste au moment où je regardais la BD, c'est Ted Neffé. Voilà. Bien joué, Pied. Bien Ouais. joué. Non, mais sur les noms des auteurs, il essaye de me voir régulièrement, mais ça me revient en général. Voilà. Donc, Ted Neffé, où il y a un style en noir et blanc. Et qui était le scénariste de L'homme qui tombe à pic? Colt Seavers. Stephen J. Camel, non? Ah non, c'est le producteur, là. Mais c'est lui qui écrit sur la C'est machine. lui qui écrit sur la machine. J'aime beaucoup ça. Donc, oui, tu allais dire sur le dessin. Sur le dessin, non, ouais, vraiment, non, enfin, beaucoup de noir et... que du noir et blanc. Oui. Beaucoup de que du noir et blanc. Beaucoup de noir et blanc de la première à la dernière page. Sur tous les tomes d'ailleurs, il a rien fait. C'est ça, vraiment. tout pareil. Pas une seule Ben couleur. non, le coloriste, il est un RTT à chaque fois. Bah ouais, pas de bol. Et non, vraiment très joli. Et la fin, au niveau scénaristique, est vraiment bien menée. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, je vais revenir un peu plus longuement sur le dessin, c'est qu'en fait, il a un style en noir et blanc très fort, aucun niveau de gris, vraiment tout très marqué. Et il joue beaucoup. Il y a un petit côté entre guillemets Frank Miller, Ouais. mais en plus subtil. En moins agressif, Ouais. moins grossier, mais sans pour autant Voilà. dénigrer Frank Miller. C'est-à-dire que Mais beaucoup plus de finesse. les blancs sont aussi importants que les noirs, en fait. Non, ça c'est raciste. Non, justement. Les blancs donc sont aussi importants que les noirs et permettre de. Tiens, chérie, je t'ai préparé des quenelles, William Sorin. Vous êtes immonde. Donc, comme je le disais, il y a un travail donc sur l'absence et la présence du noir qui est très réussi. C'est vraiment magnifique. Je vous signale que Randall Flagg est atterré par nos jeux de mots pourris qui sont pires que les siens. Voilà. Ouais, mais franchement, nous on atteint des niveaux là. Je veux dire, on est sur les Gérard de la blague. Hein. Alors, Tizak nous a dit avant de commencer qu'il était très fatigué et qu'il allait vraiment... fallait pas compter sur lui, mais je sens que d'un coup, rien que lui mettre un micro devant, ça va être énorme. Et on a bien dit devant. Non, j'ai pris un Nurofen Flash. C'est Flash. Je ferai une petite publicité pour Nurofen Flash 400. C'est magique. Voilà. Mais après c'est Flash quand ça tombe aussi. Hein. Tout va bien, tout va plus bien. Donc voilà, cette chronique un peu courte, car un peu évasive pour nous, mais là on va vous parler de quelque chose qui est un peu plus frais et qui est fort sympathique. On enchaîne. Le tome 2 de Badass de notre ami Bruno Bessadi, qui va sans doute écouter cette chronique et nous péter la gueule si on dit des conneries, mais c'est pas grave, on le fera quand même. Ouais, on craint des gars, nous. Ouais. Donc, Bruno Bessadi, que vous pouvez écouter dans le podcast magnifique Antipop, où il intervient avec d'autres auteurs de BD, entre autres, et il parle de culture pop. Badass, le tome 2 suit un autre personnage. Dans le premier, nous suivions le personnage de Dead End, qui est un gars, on suivait ses origines, comment il était devenu un super vilain. Là, nous allons suivre un autre personnage qui s'appelle The Voice, qui a un pouvoir de contrôle mental de la mort. Elle peut faire ce qu'elle veut aux gens. Et on voit comment elle grandit et comment c'est difficile quand on est une petite fille. Tous les caprices qu'on veut faire, on peut les faire se faire parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Oui, non, mais c'est au-delà de ça. Parce qu'une petite fille normale, elle aurait fait faire aux gens ce qu'elle voulait. Achète-moi un poney, achète-moi une voiture, va faire une connerie, saute par-dessus machin. Non. Là, c'est une grande malade, une grande psychopathe qui a le plus grand pouvoir de la Terre. On est sur des dimensions phénoménales. Donc Thio est en train de faire tomber son bout de pizza. Oh, il fait mais le Mathieu, mais... Bon, on arrête les pizzas pour les enregistrements, c'est pas possible. Donc,
Le scénario de Xavier Hanna est toujours aussi sympathique, et même je le trouve encore meilleur que dans le tome 1. Car autant dans le tome 1, je trouvais que il y avait tellement pas d'opposition à Dead End que c'était presque un peu trop facile pour lui. Ouais, mais ils avaient un plan. Ouais, mais je trouvais que c'était un peu trop facile pour Dead End. Et que le fait qu'il n'ait aucune opposition, bah, c'était sympathique, mais on avait du mal à s'inquiéter pour le personnage. Là, on a du mal aussi à s'inquiéter pour le personnage, mais il y a plusieurs niveaux d'intrigue, de magouille, de manipulation. On voit des personnes du gouvernement, dont un qui est calqué sur... l'acteur Kurt Russell. Ah oui, c'est vrai. Voilà, dont un qui est calqué sur Kurt Russell, qui vient lui expliquer comment qu'il faut qu'elle bosse pour lui, parce que comme ça sera bien, qu'elle travaillera de mon côté. Enfin, j'ai trouvé le niveau scénaristique vachement plus intéressant que le tome 1, qui était déjà bien cool. Dead End, bien sûr, fait des apparitions dans le truc. Ça reste ultra violent, ultra gore. On sent qu'ils se sont fait plaisir à mettre des trucs... un petit peu très malsain parfois. Ouais, un peu malsain. C'est carrément malsain, oui. T'as vu, c'est carrément Kurt Russell. C'est carrément Kurt Russell, on est bien d'accord. Le scénario, en dehors, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Génial. Moi, je me suis régalé. Putain, mais je suis désolé. Tu trouves pas des mots? Ah ben non, il n'y a rien qui sort en fait. C'est... Comme toi, je trouvais que le premier, il y avait un petit peu des... Ça allait pas au fond des choses, j'avais l'impression un petit peu d'être resté... Assez en surface. Merci. Ça va être dur. Vas-y, crache tout dans ton verre, hein, je me débrouille avec. Aval. Et donc... la pizza. Et donc, voilà, oui, un peu en surface. De ton côté... La soirée va être avec Tizak qui fait n'importe quoi, tu chemises comment, moi? Donc je te disais en surface au début. Non, mais au début, tu restes en surface, et après, tu rentres en profondeur. Jusque-là, on est d'accord, Mathieu. Bon, simple. Le tome 2 est vraiment bien. Mieux encore que le tome 1. Vivement la suite. Voilà, je m'arrête là. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, alors que je suis à la bourre généralement sur plein de lectures, je me suis quand même payé le luxe de relire le bouquin par tronçon, avec des morceaux du bouquin que j'ai relu 2 fois, voire 3 pour certains, parce que vraiment c'est jouissif. Voilà, il y a clairement des passages qui sont géniaux. Ok. Le dessin donc de Bruno Bessadi, c'est là qu'il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit, parce que si on lève un point qui n'est pas vrai, on va se faire taper. Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de détails, surtout sur les fonds de cases, hein, parce que là les détails il y en a à fond. Pas toutes, mais sur beaucoup. Non, mais sur beaucoup, il y a vraiment beaucoup de détails. Voilà, je félicite Bruno parce qu'il a fait vraiment un gros travail de ce côté-là. Bon, on est dans un découpage très comics, très action, très cinématographique, ça en jette dans tous les sens, ça en pète, c'est très efficace, très dynamique, il y a peu de place pour les temps morts au niveau de la narration. Il y a une jolie recherche du respect de la réalité anatomique des personnages. Il est là aussi dans le détail du décor et du détail. Ok, vous voulez qu'on le réinvite à une émission et on fait des trucs avec lui Non mais c'est vrai, regarde, franchement, ce petit ensemble de lingerie par exemple, la transparence est super bien rendue. Les petits dessins de dentelle sur la culotte, franchement, alors qu'on ne les voit pas, franchement, faut sortir une loupe. Hein. C'est super bien rendu. Moi, c'est le travail du coloriste, ça. Bruno, bravo. Donc, non, sans déconner, c'est très réussi. Il y a plein de clins d'œil aux super-héros qu'on connaît aussi. Oui, alors là, par contre, il a inventé des muscles. Hein. Il y a des trucs, ça n'existe pas. Mais c'est ça, les super-héros. C'est des muscles qui n'existent pas. Ah, c'est ça. C'est le principe. Puis c'est une sorte de pseudo-Hulk, donc ça tient la route. Ouais. Donc une chute qui est sympathique aussi. J'espère que le 3e tome, qui me semble sera le dernier, si je ne me trompe pas, Normalement, c'était prévu comme ça. va réussir à bien relier les intrigues du tome 1, du tome 2, et nous faire une fin de la mort. C'est fun, c'est plein d'action, c'est bourré d'humour, c'est bien trash. Bref, régalez-vous avec. Bon, maintenant qu'on a déconné, on va peut-être passer à du plus sérieux. Nous allons parler de Young. Young de Eddie Vaccaro et Aurélien Ducoudray. Alors, je commencerai tout de suite par m'excuser auprès d'Eddie Vaccaro, car nous devons... Parle bien dans ton micro, s'il te plaît. Nous devons le contacter depuis... Oui, très longtemps. Très longtemps, et on n'a malheureusement toujours pas fait. Ce qui ne nous empêche absolument pas... Non, et si tu veux vraiment, c'est lui, voilà. Hein. Et si oui. Et pourtant, voilà, ça ne nous empêche absolument pas de chroniquer son travail, et généralement avec beaucoup de points positifs. Et celui-ci ne dérogera pas à la règle, à mon sens. Donc, Young, qu'est-ce que ça nous raconte ?
Dans ton micro, s'il te plaît. Oui, 2 secondes. C'est l'histoire de Victorian Pérez. Donc, vous avez peut-être entendu ce nom il n'y a pas très longtemps à la télé, à la radio, puisque Brahim Asloum a joué le rôle de ce personnage qui a donc réellement existé, qui est né en 1911 à Tunis. On va dire ce héros du monde de la boxe a réellement existé, a été joué donc par Brahim Asloum il y a quelques mois de ça. Et visiblement avec succès, même si le film, lui, malheureusement, n'a pas bien fonctionné. Thio, vas-y, reprends. Donc le scénario, comment est-ce qu'il est articulé ? Ah oui, tu l'as pas lu, toi, ouais, alors le scénario, franchement, il est excellent. C'est vraiment très bien mené. On part sur un flashback, justement, en Algérie ou en Afrique du Nord. J'ai pas trop saisi l'endroit. Un petit flashback, justement, où on a donc Victor jeune. Et visiblement à ce moment-là, donc les musulmans qui ont gagné leur indépendance essayent de tuer tous les juifs. Et à ce moment-là, à ce moment-là, je me suis arrêté moi. Donc il se passe quoi ensuite ? Ah si, après il est dans un camp de concentration. Voilà, on va suivre en parallèle son ascension et sa chute. C'est ça. Dans un récit monté en parallèle. Avant la Seconde Guerre, il arrive à devenir champion du monde de boxe dans sa catégorie. Et on voit ça vraiment sa montée en puissance, en popularité, sa vie devient magnifique, quoi. On est dans la lignée des Carpentier pour les Français, hein, donc il atteint ce niveau de popularité, y compris au niveau de sa vie personnelle, puisque il va se lever une petite jeune actrice magnifique, mignonne, gentille, à la mode, etc. Et ensuite c'est la déchéance. Ensuite c'est premier combat perdu, perte de son titre, sa femme qui s'en va, lui qui retourne en Tunisie pour retrouver sa famille et refaire des petits combats. C'était en Tunisie, tu vois, j'avais le... Mais comme j'ai dit qu'il était né à Tunis, il y avait des chances que ce soit Tunisie. Oui, non, mais tu sais, des fois, avec les guerres, Ouais, mais en même temps, moi, j'écoute pas tout ce que tu dis, donc... Ah, voilà, c'était ça, pardon, excuse-moi. Et donc ensuite, bien, c'est la guerre, et donc il se fait embarquer, hein, bien sûr, comme une grande partie de la population, sachant que il habite certes en Tunisie, mais il est juif de confession, il est d'une famille juive, ce qui pose aussi des problèmes dans son pays natal. Puis, on a toute sa vie au sein du camp, puisque le chef du camp est un grand fan de boxe, et il a à cœur de monter une équipe à l'intérieur du camp, pour son plaisir personnel, pour avoir des matchs. Et donc, on assiste à toute cette vie à l'intérieur du camp également. On va pas le cacher, parce que c'est pas un secret, jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Dans des conditions assez, à la fois héroïques, et banal d'une certaine façon. C'est la balle triste, le mauvais coup au mauvais moment, alors qu'il a traversé l'enfer tant professionnel que personnel, et voilà, et il meurt paf d'une balle comme ça arrive d'un coup. C'est le paf qui te plaît. Paf le chien. Ça lui plaît, ça. Voilà. C'est paf le chien, franchement c'est la blague qui fait rire tu à tous les coups. Vous le croisez dans la rue un jour, vous faites paf le chien, vous allez voir, il est mort de rire. Ah, vas-y, allez-y, tweetez-lui, pardon, paf, il va mourir de rire. Donc voilà pour le récit. Le dessin. C'est difficile de... En termes de qualité de dessin, on est sur quelque chose de très crayonné, donc on va pas. Ouais, on dirait du fusain. On dirait du fusain, voilà, on n'est pas forcément sur quelque chose de très précis. Si précis, mais ça reste précis quand même son dessin. Oui, non, mais par rapport à un travail qui va être plus numérique ou, on est sur du griffonnage. Alors, attention, pas du griffonnage de monsieur moi, monsieur toi. Alors je t'explique. C'est un ami d'atelier de monsieur Bessadi, donc Bessadi va venir. Non, mais vous êtes con, vous êtes chiant. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans quelque chose qui est fait à la main, voilà. Et ça se ressent. Et vu que c'est une bande dessinée qui est empreinte de sentimentalisme, on va dire, ça correspond très bien à la situation et à l'atmosphère. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce travail aussi sur ces cases au bord arrondi, sur ce travail sur les dégradés, sur les hachures, et un côté pas totalement réaliste justement,
qui permet de bien montrer les expressions, de les exagérer, de faire monter l'émotion et la tension. Exactement. Les visages sont extrêmement creusés, sont extrêmement travaillés. Oui, surtout sur c'est le passage. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais pas de détails, c'est pas ça que je voulais dire. Parce qu'il y en a du détail. Hein. Oui, non, mais on est bien d'accord. C'est pour ça que c'était pas le fond de ma pensée. Bien au contraire. C'est que justement, c'est un travail qui arrive à faire transparaître les émotions, les sentiments. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc c'est une histoire vraiment tragique, vraiment très réussie, qu'on pourrait mettre dans la suite. Hein, c'est considéré un peu comme une suite de Champions Z des mêmes auteurs qu'on avait beaucoup aimé, qui est là aussi raconté l'histoire terrible d'un boxeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres boxeurs qui se prêteraient à de telles histoires aussi intéressantes. Avec Tyson. Ouais, je sais pas si c'est aussi intéressant. J'en sais rien. Je connais pas grand-chose en histoire de la boxe. Mangeage d'oreilles, cannibalisme. Oui, c'est vrai, mais il faudrait peut-être mettre des auteurs un peu plus qui parlent de choses moins sympas. Oui, puis il faut qu'il y ait du temps qui passe pour arriver à romancer tout ça, parce que je me doute bien que dans la vie de Pérez, il n'y a pas eu que ce qu'on nous montre là. Il y a sans doute eu toute une part d'ombre. Je veux dire, le pourquoi du comment. Alors qu'il était en haut, que personne n'arrivait à le toucher, et il commence à perdre ses matchs et à faire que des sorties et des bringues et machin. Voilà, je pense que derrière, il y a aussi dans sa vie, sans nul doute, des éléments qui sont beaucoup moins glorieux que ce qu'on nous montre dans cette BD. Maintenant, c'est pas, enfin, on n'est pas là pour faire du voici et aller chercher la petite bêtise commise ou même la grosse bêtise commise dans sa vie, quoi. C'est pas ça qui est le plus intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette BD est sortie en même temps qu'une autre BD sur Jung, aussi chez Futuro, qui là s'intéressait plus à sa romance avec l'actrice. Donc je sais plus le nom des auteurs, mais tu les as. Je viens de le revoir. Ça s'appelle À l'ombre de la gloire. Donc là, c'est Jung, les destins mêlés de Jung et de sa compagne qui s'appelait Mireille Balin. Voilà, et il y a eu le film aussi, donc dont tu as parlé avec Bray Masloum, qui est sorti à peu près en même temps. Donc pour vous dire qu'on a un peu du retard dans nos lectures. Tout ça date de novembre, hein, c'est pas non plus, ça date de mois maxi, hein, donc c'est pas non plus. Donc un très bel album que nous recommandons, qui est chez Futuropolis. Encore une fois. C'est pour qui ? Tiens, on a oublié de faire les c'est pour qui aujourd'hui. Oui, le c'est pour qui ? Eh ben, tous les fans de boxe, déjà, pour commencer, bien évidemment. Et puis, à ceux qui aiment la petite histoire des camps. Parce que on nous montre quand même une jolie fraternité à l'intérieur des camps. Et pas que le côté ultra sombre non plus de ce qui se passe à l'extérieur. On nous montre un petit peu la vie de Chambray. C'est de ce point de vue-là, c'est assez sympa. Ok, bien, merci à toi. Eh bien, merci à toi aussi. Lueur de nuit, nous allons faire un peu travailler Thio pour nous pitcher cette bande dessinée. Lueur de nuit, donc chez Glénat par Bois Commun. C'est l'histoire d'un mec. Non, bah ouais, c'est ça. C'est l'histoire d'un petit garçon qui dans un monde de magie et un petit peu fantastique, en fait, a perdu ses parents. Ça, c'est le pitch de départ. Ensuite, on se retrouve dans Paris avec trois orphelins qui vivent de petites rapines dans les rues de Paris et qui, en fait, pour échapper à un flic, se rentrent dans une propriété où il va leur arriver des choses très bizarres. Vraiment très bizarres, qui sont apparemment provoquées par un enfant. Un enfant qui est dans cette maison. C'est le grand retour de Bois Commun. Toi, t'es un grand fan, il me semble, de Bois Commun à la base. Ah, oui, parce que j'avais bien aimé le livre de Sam, le livre de Jack. Ouais. Il y en avait un troisième, j'ai plus le titre en tête. Donc, donc c'est un auteur que tu aimais. J'avais bien apprécié. Il y avait Ange aussi qui l'avait fait, qui était sympa, avec des petits diablotins qui vivaient dans une église. Mais on débarrasse. On débarrasse en même temps. C'est le serveur, il fait n'importe quoi. Un café pour la 12. Je veux bien, s'il te plaît. Et j'aimais beaucoup, voilà, son trait, ses histoires. Donc là, nouvel album. J'ai bien voulu tester. Ouais, alors, tu m'avais dit que t'avais un petit peu peur de retrouver un peu les mêmes choses que t'avais vues jusqu'ici et qui n'aient pas su trop évoluer. Est-ce que tu as ressenti ça? Alors, j'ai plus que ressenti ça. Alors, peut-être que bon, je me suis pas assez intéressé au travail de Bois Commun, mais déjà, les personnages, certains se ressemblent énormément à d'autres personnages, d'autres histoires. Enfin, si c'est d'autres histoires, c'est pas très très grave. Ouais, mais il a envie que ce soit en nouvelle. Non, parce que si par exemple, je sais pas, toi tu as vu, disons que
tu as lu le Hobbit, tu avais un mec qui était dedans qui jouait donc Bilbon, ok, et puis ensuite tu reprends le même personnage et il joue Terminator, tu vois. Oui, et c'est un acteur, quoi. Il peut jouer, endosser plusieurs personnages. C'est un peu ce que faisait Tezuka avec ses personnages. Et habillé de la même façon, ça devient un peu plus complexe quand même, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il a un amour de la casquette. Hein. Oui, ben voilà, en fait c'est ça, c'est le personnage de la casquette. L'amour de la casquette. Oui, non, mais c'est quelque chose que tu retrouves dans toutes ses BD. Il aime beaucoup ça. Il doit pas aimer peut-être dessiner qu'il les n'aime cheveux. pas dessiner les cheveux. Je sais pas. Oui, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un trait vraiment très joli, très fin. Une très très belle histoire. Enfin, c'est bien raconté en fait. Ça tient vraiment la route. Et comme moi, je connaissais pas aussi bien Bois commun, j'avais lu quelques trucs de lui. Alors, je veux pas me poser non plus en spécialiste de Bois commun. Oui, c'est juste que j'en ai lu quelques-uns et. Ouais, mais t'avais des attentes quoi. Moi, j'en avais aucune. C'est mal la nuance. Disons que au niveau de l'histoire du scénario, c'est un beau voyage. Je me suis bien régalé à le lire. Tu pars vraiment dans un autre monde, quelque chose qui est vraiment fantastique. Le seul regret que j'ai, voilà, c'est que certains personnages ressemblent trop à d'autres personnages d'autres histoires. Si c'est que ça, personnellement, je trouve pas ça oui, dramatique. c'est pas. Bah écoute, moi ça m'a. Oui, voilà. t'avais envie d'avoir du neuf. Bah disons que si c'est pour qu'ils te refassent à chaque fois, j'ai l'impression, hein, après peut-être que je me trompe et les gens me diront que a priori j'ai de la merde dans les yeux, mais voilà, si c'est pour ressortir le même personnage, bof. Fais du neuf quoi. Moi, ça m'a pas du tout choqué. Au contraire, j'ai l'impression que le gars, il a ses acteurs qu'il va mettre dans différents rôles dans ses histoires. Ça me perturbe pas. D'autant que c'est très joli. Il y a un travail de la couleur qui est magnifique. Il y a un travail sur les tempêtes et l'eau. Ça commence par une scène de tempête. Il y a une comment ça s'appelle, une palette de couleurs qui est commune à toutes les planches. C'est du début à la fin du bouquin, on est sur exactement les 3-4 mêmes couleurs. Hein. Un beau travail sur l'ambiance et la tonalité. Au niveau du scénario, justement, donc on est dans un one-shot, on est vraiment dans une intrigue, on va dire, entre guillemets, à chute. Très prenante, avec un côté horreur, avec le truc classique du huis clos où les personnages se trouvent coincés dedans. Est-ce que ça t'a pris au moins ? Oui. Non, au niveau du scénario, franchement, j'ai rien à dire. Je me suis beaucoup plu. C'était comme je dis, c'est un beau voyage. Je me suis bien régalé. Et c'est quoi, grosso modo, l'histoire ? Ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais j'ai pas écouté. si, mais voilà, j'ai parlé de voyage onirique, mais Bon, attends, je la refais moi, parce que ce sera peut-être avec d'autres mots. C'est ça. Donc, en gros, ça commence, on suit un enfant avec ses parents, ils ont des bougies, et ils sont sur un bateau, ils sont dans une tempête, et ils voient qu'apparemment les bougies, c'est ce qui leur permet de survivre, et en fait... Ça, c'est un peu de la magie. Hein. C'est une sorte de magie, quoi, de s'en sortir. Ils ont très très peur que les bougies s'éteignent, et puis ça s'arrête là, entre guillemets. Et puis ensuite, on suit des jeunes orphelins qui vivent de rapines à travers les rues, oui, ça oui, poursuivre, et qui se retrouvent dans une propriété où il y a un château et où il y a un enfant qui est en fait l'enfant du début qui fait faire des trucs bizarres. Autant pour moi, excusez-moi, je crois que j'ai le neurophène qui est... Quand tu l'as dit, j'ai percuté. Ah oui, j'ai le neurophène qui a dû faire un blanc là, voilà. Excusez-moi. Donc c'est... Désolé pour nos éditeurs qui viennent d'entendre ça une deuxième fois. Ouais, mais au moins s'il y avait eu un doute, voilà. Non, mais au moins ils sont sûrs. Puis s'ils sont comme moi que le neurophène fait plus effet... Voilà. Donc voilà, l'émission pour ceux qui prennent du neurophène, je crois qu'on aurait dû dire au début. Ah ouais. C'est pour qui ? Pour ceux qui prennent du neurophène. Ils peuvent leur dire plein de fois. Ils peuvent leur dire plein de fois. Pour ceux qui ont envie de rêver. Ouais, je dis, pour les amateurs de nouvelles. Alors, moi, la chute m'a un petit peu déçu, mais c'est parce que t'attends toujours beaucoup des chutes de ce genre d'histoire. Mais non, c'est pas. Moi, la fin me paraît logique, quoi, par rapport à tout le déroulement. Ouais. Ouais, non, oui, mais oui. Je suis d'accord avec toi. Ça fait un peu nouvelle. Oui. Non, oui. Non, oui. Non. Écoute, chacun a son avis. Moi, j'ai donc pour ceux qui ont envie de rêver, et ouais, les fans de nouvelles, ça colle bien aussi. Ouais, voilà, ça, toutes les nouvelles d'horreur, tu sais, un peu à la peau. Ouais, la Mérimée aussi, la Vénus d'Île, des trucs comme ça. Ouais. On se retrouve un peu ce genre d'ambiance. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir vous laisser un petit instant, car c'est l'heure de la carte blanche de Thibaut. Carte blanche à Thibaut, que vous connaissiez précédemment sous le nom de BTO si vous suivez un peu Synops Live, et particulièrement le labo. Bonjour Thibaut. Bonsoir Pierre et bonsoir à tous les auditeurs de Synops Live et du One Eye Club. C'est un plaisir que tu nous rejoignes pour une carte blanche. C'était plutôt moi qui allais te rejoindre dans tes émissions jusqu'ici. Oui. Et tu voudrais donc nous parler un peu de comics et plus particulièrement de Marvel Now. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors Marvel Now, très rapidement, c'est une grande relance en fait des séries chez Marvel donc aux États-Unis.
qui s'est passé en 2012 suite au grand crossover Avengers versus X-Men. Et en fait, ce que je vais aborder surtout, c'est comment il a été traité en France, éditorialement et par Panini, donc qui édite les comics Marvel en France. Mais avant ça, faut quand même revenir un petit peu en arrière, parce que cette opération Marvel Now, elle est pas sortie du chapeau, quoi. C'est pas Marvel qui s'est dit du jour au lendemain, tiens, si on faisait une opération, on prenait plein de séries, on les mettait au numéro 1 et puis on appellerait ça Marvel Now. Non, il y a... Parce que le coup de remettre au numéro 1, ils le font souvent. Donc en tout cas, ça sous-entend que cette carte blanche sera en 2 parties. Donc cette première partie, on reviendra un peu sur toutes les origines, tout le contexte, sur les revues qui existent, et la deuxième partie où on parlera plus particulièrement des séries que tu as lues. C'est ça, exactement. On commence en 2011 avec les New 52, l'opération de relance de l'univers de DC Comics en fait, qui s'est fait en septembre 2011. C'est quand même une opération qui est maintenant assez connue dans l'univers des comics, qui a maintenant plus de 2 ans, qui a été traitée en France par Urban Comics dans ses premières revues kiosques, à savoir Batman Saga, Green Lantern Saga et à l'époque DC Saga. Et en fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, DC Comics avait quand même marqué un très grand coup. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout leur univers, ils l'ont remis plus ou moins à zéro. En fait, ils ont créé un univers vieux de 5 ans. C'est-à-dire que les premiers super-héros ont commencé leur activité environ il y a 5 ans, avant le numéro 1 de chacune des séries. Alors en plus, comme ils ont relancé tout l'univers, ils n'ont pas lancé une dizaine de séries au numéro 1, non, ils en ont lancé 52. D'où l'opération New 52, qu'on appelle Renaissance en France. C'était une opération assez dantesque. Voilà, c'est ça. Donc il y a 52 nouvelles séries qui sortent, donc aux États-Unis au prix de $3. Et ça a été vraiment un carton. Justice League numéro 1 a été réimprimé, je sais plus, 6 ou 7 fois, un truc comme ça. Le Batman numéro 1, pareil. Marvel vraiment a accusé le coup sur les 3-4 premiers mois, je crois. Je crois que de septembre à décembre, DC était supérieur, à la fois en termes de volume, mais aussi en termes de prix. Et là, si je fais une distinction, c'est important, c'est-à-dire que par rapport au prix, par rapport au chiffre d'affaires, je veux dire, c'est que donc 52 séries à $3 le numéro, alors que Marvel, la plupart de ses numéros étaient à $4. Oui, il y avait vraiment en plus une guerre des prix, oui. Ils n'avaient pas réduit la pagination, il me semble aussi, quand même. En plus, c'était plus des numéros de 22 ou 24, c'était des numéros de 20. Donc voilà, Marvel s'est pris un sacré coup dans l'aile à cette époque-là. Bon, après, ils ont vite rattrapé leur retard, notamment parce qu'ils ont lancé un nouveau crossover, qui était Avengers versus X-Men, et ce qui leur a permis de rattraper un petit peu, mais ils ont senti la chose passer. Et donc, du coup, d'où l'idée qu'à un moment ou un autre, il faudrait qu'ils lancent une opération pour contre-attaquer. Je repars en 2011 et je repars même avant l'opération New 52 aux États-Unis pour arriver en France vers février-mars 2011 où Panini Comics, suite au crossover Siège, relance la plupart de ses magazines kiosques les plus importants au numéro 1 à l'occasion de l'Heroic Age. Voilà. Donc on avait Marvel Icons, Marvel Heroes qui était remis au numéro 1 et on avait l'arrivée d'un nouveau magazine qui était Marvel Stars qui accueillait entre autres la série Hulk. Et puis, pareil, les magazines X-Men ont été regroupés en 2 magazines qui étaient X-Men et X-Men Universe, là aussi démarrés au numéro 1. Oui, l'idée, c'était, en dehors du classique, on relance au numéro 1, donc on va relancer les ventes, c'était aussi de créer un peu plus de cohérence dans les regroupements de séries, non? C'était pas ça? Ouais, il y avait un peu de cette idée. Là, quelque part aussi, au niveau des histoires, ça collait un petit peu. Il y avait pas trop de problèmes, il y avait pas de... on se retrouvait pas dans des histoires en cours, ça collait un petit peu. Puis c'était aussi l'occasion de publier plus de séries de manière régulière, de manière mensuelle, avec le magazine Marvel Stars. Oui, on se rajoute 4 nouvelles séries en mensuel, quoi. Exactement. Un relaunch qui n'a pas été mal accueilli à l'époque là, il est resté plutôt cohérent, on venait de terminer une ère, donc on en commence une nouvelle. Donc là ça allait. Là où la pilule est moins passée, c'est en 2012. Où ils ont refait donc seulement 15-16 mois après le précédent relaunch, un nouveau relaunch encore, en renommant la plupart de leurs magazines, c'est-à-dire que Marvel Icons est devenu Iron Man, Marvel Heroes est devenu Thor, Marvel Stars est devenu Hulk, et ça, cette opération-là, surfait à la fois sur le succès du film Avengers, mais aussi sur une refonte éditoriale et surtout commerciale, c'est-à-dire qu'on est passé de magazines qui coûtaient 4,30€ de 96 pages à des magazines de 112 pages à 4,80€. Et donc là, on n'avait plus 4 séries pour un numéro à 4,30€, mais 5 séries pour moins de 5€. Donc c'était vrai, commercialement, ça se justifiait pleinement.
éditorialement, c'est quand même, la pilule a été difficile à passer. Et au niveau de la continuité, par contre, on s'est retrouvé donc avec des magazines au numéro 1, avec certes des séries qui démarraient ou qui démarraient un nouvel arc, mais des séries en plein cours d'histoire, comme par exemple la série Hulk. Mais c'est vrai que les titres des séries Marvel, pour les gens qui voulaient se lancer dans la BD américaine, c'était un peu galère. Les magazines au nom de Marvel Heroes, Marvel Icons, etc., c'était un peu obscur, quoi. Les gens pouvaient se poser la question, mais qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur, quoi. Oui, c'est pas très clair. Mais ça montrait surtout une erreur au départ. C'est-à-dire qu'ils auraient dû, dès le départ, peut-être créer un magazine Thor, un magazine Iron Man et... Oui, bien sûr, mais en même temps, tu regardes, la série Thor est apparue alors bien plus tard, puisque pendant longtemps, il n'y a pas eu de série Thor, puisque Thor était mort. Donc voilà, un nouveau relaunch qui, donc, comme je le disais, commercialement se justifiait parfaitement. On change de format des magazines, on arrive à quelque chose qui est économiquement très 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 fort, qui empiète largement sur les plates-bandes de Urban, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, la concurrence d'Urban commençait. Les premiers magazines d'Urban sont arrivés en mai, et ce relaunch-là est arrivé en juillet. Oui, c'était bon, on s'est fait piquer les licences d'ici, maintenant il faut qu'on réagisse pour avoir un catalogue fort. Voilà, exactement. Et donc on arrive à, maintenant, je continue sur le catalogue, on arrive à Marvel Now aux États-Unis, donc qui est arrivé à l'automne 2012. Donc là, Marvel Now suit, comme je le disais, la fin du crossover Avengers vs X-Men et traite un peu de ses conséquences, mais pas que. Alors, contrairement à l'univers DC, l'univers n'a pas été rebooté entièrement, hein, c'était vraiment dans la continuité. Mais là, l'idée, c'était vraiment de redémarrer des séries au numéro 1, avec des équipes hyper talentueuses, et vraiment de marquer le coup, et ça, en étalant cette relance, non pas en la faisant sur un mois, tout concentré, mais sur plusieurs mois. Je crois que c'était 3, 4 ou 5 mois. Oui, ça permettait aussi de mettre des auteurs sur les séries auxquelles on les attendait pas forcément, de surprendre aussi là-dessus. Tout à fait. Certaines séries étaient pourtant pas très vieilles, et pourtant ils ont osé, quelque part, je dirais, changer les équipes créatives totalement. C'est quand même à cette époque-là, pour Marvel Now, que Brian Michael Bendis a abandonné, après 8 ou 9 ans de bons et loyaux services sur la franchise Avengers, il a abandonné la franchise Avengers pour arriver sur les X-Men. Et là, donc, prendre la main mise sur l'autre pan de l'univers. Il était attendu au tournant, le petit Bendis. Donc l'idée, voilà, c'était vraiment de relancer de nouvelles équipes derrière. Maintenant, en France, ça a dû leur faire bizarre de se dire super, on vient de tout relancer, mais il va falloir qu'on recommence. Alors c'est super, ils relancent tout, mais ils relancent pas tout au même moment. Nous, on n'a qu'une visibilité de 6 mois, parce que c'est aussi un des intérêts de la relance des magazines Panini en juillet 2012, c'était de diminuer encore plus l'écart de parution entre Marvel et Panini. Donc, c'est-à-dire on était passé de 8-9 mois à 6 mois, qui est quand même est assez léger. Ça laisse peu de temps pour réagir, et pourtant ça en laisse toujours trop vis-à-vis des sorties cinéma. Oui, c'est sûr. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Personnellement, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Donc Marvel Now aux États-Unis, il y a eu un carton, parce que quand tu vois un Hulk qui est relancé avec Mark Waid, qui avait fait jusqu'ici des numéros de Daredevil absolument géniaux, accompagné de Leinil Francis Yu. J'ai bien aimé les Daredevil de Mark Waid, mais c'est assez controversé dans l'équipe. Non, mais certaines personnes de ton équipe ont de mauvais goûts, hein, il faut que tu le saches. Oui, je sais. Je vis avec ces goûts-là et c'est difficile parfois. Donc voilà, c'est vraiment un gros carton. Marvel a fait très fort. L'opération a été très appréciée. Éditorialement, c'était très propre. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment cherché à ce que les délais soient tenus. Ils ont cherché quelque chose de cohérent, d'efficace, de brut, qui marque. Et ça a vraiment, ça a été le coup, quoi. À côté, DC n'avait pas grand-chose à mettre en face, à part des séries qui fonctionnent plutôt bien. Hein. Batman, Justice League, c'est toujours dans le haut du panier au niveau des ventes aux États-Unis. Hein. Mais voilà, il y avait plus l'effet waouh, quoi. Et donc en France, ils savent qu'ils vont devoir faire un relaunch, quoi. Tout à fait. Ils savent qu'ils devront faire quelque chose autour de Marvel Now. Quoi ? Ils savent pas trop encore. Alors, ils pensent quand même à relancer encore une fois leur magazine. C'est chiant à dire, mais ça les a fait chier à l'époque, hein, mais ils se sont dit, on peut pas faire autrement, quoi. Il y a plein de séries qui commencent au numéro 1, il faudrait que nos magazines commencent au numéro 1 aussi, ça paraît logique. Mais il faut qu'on ait des regroupements qui soient cohérents. Il faut savoir que aux États-Unis, il y avait une série porte-étendard pour pour Marvel Now, c'était Uncanny Avengers. Uncanny Avengers, c'était un postulat assez original autour des séries Avengers. C'était une équipe d'Avengers, mais avec assez de membres mutants pour redorer l'image des mutants auprès du grand public. Parce que les Avengers ont sauvé le monde,
suite à Avengers vs X-Men. Par contre, les X-Men ont énormément pâti des exactions de 5 de leurs membres pendant les événements, à savoir Cyclope, Emma Frost, Namor, Magie et Colossus. Moi qui suivais les X-Men dans les années 90, tout début 2000, ça me fait très bizarre d'entendre parler de ces personnages et du fait qu'ils aient fait des exactions. Et puis surtout que moi je lisais les X-Men quand c'était l'âge d'or des X-Men, donc c'est un peu... Ah bah là, si tu veux, bon, en fait, ils ont fait des exactions, oui et non. Ils ont pas eu tellement le choix puisqu'ils se sont fait posséder par la force du Phénix, en fait. Ils sont devenus les 5 Phénix. Donc, ce relaunch se passe en France, et comment est-ce que ça se passe? Alors comment ça se passe? Alors déjà ça se passe bizarrement, c'est-à-dire que dans les magazines à l'époque, on voyait à la fin, dans le mot de la fin de Christian Gratz, on voyait oui alors on vous le cache pas, hein, on va sûrement redémarrer la revue, une telle va accueillir telle ou telle série, donc on redémarrera peut-être au numéro 1, on sait pas encore trop, voilà ceci cela, on hésite un peu. Et puis on annonce un magazine Uncanny Avengers, donc qui sera porte-drapeau là aussi en France de Marvel Now, et donc avec évidemment la série Uncanny Avengers et puis les séries Avengers Arena et Thunderbolts. Bon, bizarre, Thunderbolts c'est quand même une série pas très, enfin un peu brutale quoi. D'habitude souvent associée à Hulk. En plus là cette nouvelle série de Thunderbolts fait assez Black Ops. J'en parlerai plus tard. Enfin, bon, c'est bon, ok, pas de problème. Et puis finalement, plus les mois passent, plus on se rend compte que finalement, ils sont pas au point sur la composition de leur magazine. Ils sont pas foncièrement opérationnels là-dessus. Ils savent pas non plus forcément où vont aller les séries éditorialement. Si, ça va encore, mais ils hésitent quoi. Ils ont beaucoup d'hésitations. Ils hésitent aussi sur les regroupements. Est-ce qu'on suit ce qui se fait déjà? C'est-à-dire que par exemple, jusqu'ici, on avait la série New Avengers qui était toujours accolée à Iron Man, donc dans le magazine Iron Man à cette époque-là. Ou est-ce qu'on regroupe les séries Avengers? Voilà. Il y avait ce genre de questions-là qui se posaient. Et finalement, Panini a réussi vers avril-mai à fixer un calendrier de publication de Marvel Now en France avec une dizaine de magazines, j'ai plus le nombre exact, et surtout un calendrier arrêté, c'est-à-dire il y aura dans tel magazine telle série, et surtout ils se sont fixés sur donc toujours garder des magazines donc de plus de 210 pages pour moins de 5 € et 3 magazines de 60 pages pour 4,50 €. C'est un peu le truc pas top, quoi. Le 4 € pour 30 centimes de moins, tu as deux épisodes en moins. Oui, 40 pages de moins. Bon, ça passe pas trop, hein, il faut pas se le cacher. Bon. Alors, quels sont ces magazines? Je vais vous le dire tout de suite. Et je vais aussi vous dire les séries américaines qu'il y a à l'intérieur. Donc on commence par le magazine Avengers, qui est donc, comme je l'ai dit, un regroupement des séries Avengers, puisqu'il y a Avengers, de Jonathan Hickman et Jérôme Opeña. New Avengers, toujours de Jonathan Hickman, mais avec Steve Epting. Ensuite, les Secret Avengers, de Nick Spencer et Luke Ross, ainsi que les Young Avengers de Kieron Gillen et Jamie McKelvey. Et ils se font plaisir au niveau des scénaristes. Hein. Les dessinateurs, c'est pas mal aussi, mais les scénaristes... Alors, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre. Il commence, le Thibaut, il dit des conneries, il dit qu'il y aurait 5 séries par numéro. Là, il nous en a cité 4. C'est normal. Avengers, c'est une série bimensuelle. D'accord. Ensuite, on a Avengers Universe. Donc là, c'est plus le magazine qui regroupe les plus grands héros des Avengers. Et une série Avengers, qui est la série Avengers Ensemble. C'est la série un peu popcorn, un peu dérivée des films, quoi. C'est-à-dire, si on garde l'équipe des films, on leur adjoint 2-3 éléments à côté et c'est une série Avengers un peu hors continuité. Mais à côté de ça, il y a l'excellent Thor God of Thunder de Jason Aaron et Sab Ribic, Captain America par Rick Remender et John Romita Jr., Indestructible Hulk dont j'ai parlé tout à l'heure de Mark Waid et Francis Lin-Liu, et Fearless Defender de Cullen Bunn et je ne sais plus son prénom, Sliney. Ensuite on a le magazine Deadpool, lui aussi redémarré au numéro 1 avec la nouvelle série Deadpool, qui donc lui c'est un bimestriel par contre, et il est à 4,60 €. Ensuite on a la revue Iron Man, oui, qui donc un an après repart au numéro 1, avec donc évidemment Iron Man, mais aussi la série Guardians of the Galaxy, Nova et Fantastic Four.
J'ai toujours du mal à prononcer 4 en anglais, donc c'est Four, Fantastic Four. Ah oui, je me disais, Flower, ils ont fait un truc baba cool. Oui, et tout le monde me dit Fantastic Flower. non, Fantastic Four. Vous allez me dire, ça c'est bizarre comme regroupement. Alors, bon, Iron Man, Fantastic Four, ça va, puisque dans les précédents magazines, c'était déjà le cas. Mais pourquoi Guardians of the Galaxy et Nova ? Eh ben, tout simplement, chers amis, parce que dans la nouvelle mouture de Guardians of the Galaxy, par Brian Michael Bendis, eh ben, Iron Man a rejoint l'équipe. D'accord, et il devient donc un personnage cosmique. Nova, pourquoi Nova ? Parce qu'il est souvent associé aux Guardians of the Galaxy, donc quitte à avoir une série bien cosmique, en mettre une deuxième. Puis les Fantastic Four, dans cette nouvelle version par Matt Fraction et Mark Bagley, eh ben, eux aussi décident de partir dans l'espace. Voilà, jusqu'ici ça tient la route. Mais donc, autre question, tiens, où est passée la série FF, Future Foundation ? C'était la série jumelle de Fantastic Four jusqu'ici. Eh ben, elle atterrira en librairie. D'accord. Et pourtant, c'est dommage parce qu'elle est vraiment énormément liée à Fantastic Four. Elle est écrite par le même scénariste, Matt Fraction. Et jusqu'ici, elle était toujours accolée. Et puis, bon. Ensuite, très rapidement, je parle de Marvel Knights, qui à partir du numéro 9, Marvel Knights que vous chroniquez régulièrement dans le One Night Club, à partir du numéro 9, accueille la série Marvel Now Thunderbolts, dont je parlais tout à l'heure. Et là, ça, c'est bien plus logique, puisque c'est une série assez violente, une nouvelle équipe réunissant Red Hulk, Elektra, Deadpool, Venom et le Punisher, rien que ça. Donc ça avait pas trop sa place dans un magazine porte-étendard. Ensuite vient le numéro 1 de Spider-Man. Oui, lui aussi est retourné au numéro 1, et puis pas pour rien, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais depuis quelque temps, Spider-Man n'est plus Peter Parker. Ouais, j'ai entendu parler. Alors, Spider-Man, c'est qui ? C'est un Spider-Man supérieur déjà. C'est plus un Spider-Man qui se laisse aller, c'est vraiment un Spider-Man qui s'implique à fond, qui va de sa science, qui va de son génie, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il a changé ? Je comprends pas trop. Allez, je vous le dis. Tout simplement, Dr. Octopus a échangé les corps. Et comme le corps de Dr. Octopus était mourant, eh ben Peter Parker est mort. Oh, bravo. Donc maintenant, la personne qui se fait passer pour Peter Parker, c'est Otto Octavius, et c'est juste génial. Donc on a toutes les séries Spider-Man, j'imagine, dans cette revue. Oui, j'ai pas parlé de la composition, donc évidemment Superior Spider-Man qui est bimensuel, donc 2 numéros par magazine. Il y a aussi Avenging Spider-Man qui continue, c'est-à-dire Spider-Man en team-up avec des membres des Avengers. Et puis il y a la série Scarlet Spider, donc centrée sur le clone de Spider-Man, Kane, qui vit sa propre vie à Houston, au Texas. Ensuite, donc le fameux magazine porte-étendard, tu remarqueras que je fais ça de manière dans l'ordre alphabétique. Ouais. Il y a Uncanny Avengers, avec évidemment donc la série Uncanny Avengers, mais donc la série Avengers Arena, qui est un peu la suite de Avengers Academy, et la série un peu popcorn, un peu particulière, qui est A+X, qui en fait chaque numéro présente 2 récits où un Avengers se mêle à un X-Men en fait. Ouais, c'est un team-up à l'ancienne. Ensuite, Wolverine est évidemment redémarré au numéro 1 avec la série Wolverine et la série Wolverine and the X-Men, donc de Jason Aaron et Nick Bradshaw, à partir du numéro 19, mais un nouvel arc commence, donc ça colle plutôt bien. Et la nouvelle série Wolverine est signée Paul Cornell et Alan Davis. Ensuite, on a X-Men, un des meilleurs magazines, je vous le dis tout de suite, avec les All New X-Men de Brian Michael Bendis et Stuart Immonen. La classe. Uncanny X-Men par toujours Bendis et Chris Bacalo. Et enfin, Cable and X-Force par Denis Hopeless et Salvador Larroca, du très très haut niveau. Et puis enfin, le dernier magazine, c'est X-Men Universe, avec là des séries donc de l'univers X-Men un peu en deçà, à savoir Savage Wolverine, la nouvelle mouture de Uncanny X-Force, et on continue sur Astonishing X-Men et Age of Apocalypse, qui sont donc 2 séries qui existaient avant dans la revue X-Men Universe, et donc qui continuent leur petit bonhomme de chemin dans la revue. Et là, t'as pas une question à me poser. Mais Age of Apocalypse, c'est fini. Non, ta question c'est pourquoi il y a une série Savage Wolverine dans un magazine X-Men Universe alors qu'il y a un magazine Wolverine ? C'est vrai, ça. Bah, bonne question. On n'a pas de réponse. Ils savaient pas où le mettre, ils l'ont mis là. C'est assez bizarre. Donc oui, donc de beaux regroupements qui ont l'air à peu près cohérents à quelques exceptions près, et qui tiennent à peu près la route. Alors je finis très rapidement. Si vous avez loupé le début de Marvel Now en France, c'est-à-dire en juillet, si vous n'avez pas pris tous ces numéros 1 et continuez, eh ben sachez, chers auditeurs du One Night Club et de Synops Live, si vous écoutez l'émission en direct lorsqu'elle passe à l'antenne, que Panini éditera en librairie certaines des meilleures séries de Marvel Now, à peu près une par magazine, et ce à partir de mars, avec des séries annoncées comme Superior Spider-Man, Captain America, Uncanny Avengers, All New X-Men, et il y en aura sûrement d'autres. Au maximum, Panini a assuré qu'il n'y aura que 2
série par magazine qui sera réédité en librairie au maximum. Oui, c'est un peu la politique de Urban d'ailleurs. Oui, on s'y retrouve. Et tu fais excellente transition puisque on pouvait se demander, mais à quel format seront édités ces exemplaires librairie? On se trouve pile poil dans la lignée d'Urban. La pagination donc sera de 6 numéros par volume librairie. Pour 15€ au format cartonné. Oh, du cartonné. Donc, nouvelle collection chez Panini qui se place exactement en concurrence de Urban. Ça s'applaudit parce que vraiment, au niveau de la librairie, on sentait encore que Panini avait des réserves, a du mal à se lancer. Il n'y a qu'à voir la survivance du format Marvel Deluxe qui est complètement pas du tout concurrentiel par rapport à Urban. Ce qui est d'autant plus dommage qu'il existe un autre format chez Panini, qui est le Marvel Select, qui est une réédition des Deluxe au format souple à 16,50€. Thibaut, je rappelle qu'on peut te retrouver autour de Synops Live et tout ce qui y traîne, et plus particulièrement sur Le Labo. C'est ça, la dernière émission a été diffusée le 12 janvier, donc vous pouvez normalement l'écouter en podcast dès maintenant. Ouais, et ça va parler de journalisme indépendant. C'est ça, les médias indépendants avec Corentin Lamy de JV Le Mag et David Legrand de PC Impact. Eh bien, merci à toi. Mais non, c'est moi, merci de m'avoir accueilli, ça faisait longtemps que j'avais pas autant parlé de BD. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette carte blanche. Ciao! Et si vous avez un sujet qui vous intéresse, si vous voulez parler de quelque chose de particulier en bande dessinée, sachez que les cartes blanches sont ouvertes. Il suffit de nous contacter via le site lavoidesbulles.fr et l'onglet Contact. J'ai encore quelques trucs en réserve, mais je suis toujours enchanté de recevoir de nouveaux chroniqueurs. Plotch! Bon les cocos, si je vous ai réunis, c'est parce que là il faut qu'on trouve un nouveau projet fort, un projet qui va marquer le futur de l'audiovisuel et qu'on se fasse un film qui déchire. Alors moi je me suis dit que ce qui serait bien c'est de repartir sur les bases, on se prend un conte et on en fait un truc qui pète, qui éclate et qui explose. Alors maintenant ce que je veux c'est que vous me proposiez des idées de contes qui vont faire l'affaire. Ah ok, alors moi j'ai eu un petit rendez-vous avec David, tu sais David Jean-Louis là. Je l'avais recroisé la dernière fois à la réunion. Ouais. Et en fait, il aurait voulu un petit truc il voulait placer du produit, donc il faudrait du cheveu quoi. Moi je pense que c'est la réponse. Réponse, ouais, du cheveu. Oui, ouais, oui, réponse, c'est une bonne idée. C'est plein d'émotions. Il y a du cheveu, il y a de la sensualité, il y a de la caresse, il y a quelque chose qui se passe. Ça me va. Mais sauf que la réponse, toi, tu peux tout faire, tu vois. Le démêlant, le shampoing, le masque, les mèches, les séances, tout. Oui, j'imagine bien le coiffeur. Il lui prend la tignasse comme ça, il lui secoue la mèche, il lui passe la main profondément dans les cheveux, ça lui passe entre les doigts. C'est beau, c'est magnifique. Bon, écoute, là, c'est sympa, mais là, faut que ça pète. Je veux dire, parce que là, tu vas me plaire Kofi, faut qu'on mette un truc qui déchire un peu, qui explose, tu vois, mec. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment, je vois bien la scène, elle a une longue chevelure énorme, et là, il y a quelqu'un qui met le feu à sa chevelure, et elle part en courant, et ça commence à brûler dans toute la ville, et il y a des explosions, parce qu'il y a les stations essence des chevaux, là, qui pètent dans tous les paquets, et puis il y a une scène épique, tu vois, où les mecs, ils se jettent dessus pour essayer d'éteindre le feu. Oui, c'est beau, il y a de la peur, il y a de l'émotion, il y a de la... Ouh, c'est bon, ça. Elle a peur, elle pleure, elle est dans la pénombre, elle s'enfuit, elle se cache. Je le place où mon cheveu, là? Je place quoi, moi, comme produit là-dessus? Il y a rien à faire, il y a tout qu'à brûler, tout qu'à cramer. Tu places la mort, tu places l'assurance vie, tu places les cercueils. Cercueil, assurance vie, mutuelle... Ok, je prospecte les gars, c'est faisable, c'est bon ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre Bah là, je pense qu'on a une bonne base d'histoire, donc on a une bonne femme qui est en prison parce qu'elle a des cheveux longs. Oui, la prison, c'est bon ça c'est vendeur la prison. Là, il y a de l'émotion aussi, ça c'est bon. Elle se tapit dans l'ombre, elle pleure, elle a les larmes qui coulent le long de ses cheveux, elle s'essuie le nez avec ses cheveux, long. Et puis elle doit les laver derrière, c'est ça? Elle doit les laver. Non, mais surtout, c'est qu'en plus, après, une fois qu'elle est en prison, tu peux faire des suites, là. Là, tu peux en faire plusieurs comme ça. Tu peux faire une vraie série. Ouais, non, mais je pense qu'il faut penser à la licence. Mais tu vois, la suite, machin chose, on raconte ce qui se passe après. C'est un peu trop fait. Moi, je dis, faut faire original. On fait original. Non, regarde. La revanche du cheveu. Le retour de la touffe. Tu peux en faire, mais tu déclines à profusion, là. Tu peux me faire, tu fais une trilogie, et ensuite tu fais une prélogie. Moi, je te l'ai fait, la prélogie. C'est réponse. Elle a mis tout dans les cheveux. Rien dans la touffe. Elle a réponsé. Là, je crois qu'on s'égare. Faut qu'on reste PGM, mec, qu'on touche un gros public large, avec un maximum de personnes. Donc moi, je dis, le coup de la prélogie, c'est pas mal. Comme ça, on se fait une préquelle qui raconte les origines, tu vois, les origines du conte. Moi, je crois que c'est une idée qui peut assurer. Vous en pensez quoi, les mecs? Allez, ça roule. C'est bon, c'est vendeur. Allez, on va. On a du mal à s'en remettre.
On a du mal à s'en remettre, c'est assez difficile. Alors sachez qu'en fait on a enregistré ça tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a failli tout casser, et que là on vient de se réécouter et que Tizak ne sait plus où il en est. Voilà, Neurofen Flash. Il pourrait avoir honte en fait, je pense. C'est peut-être un début, sinon on peut avoir honte quand même. Ouais, on a été un petit peu pas exceptionnel, mais c'est pas grave, c'est le principe de nos petits sketchs qui sont en général bien pourris. Nous allons donc parler de la série À l'origine des contes, qui est éditée par Glénat et qui est scénarisée par Philippe Bonifay. Le principe est simple, il prend des contes classiques et il imagine l'histoire qui a inspiré les auteurs de ces contes. 3 tomes sont parus à l'heure actuelle. Nous avons donc Pinocchio, La Barbe Bleue et Blanche-Neige. Nous allons vous parler donc de ces 3 bandes dessinées. Globalement, on va en profiter pour faire un classement de celles qui nous ont le plus préférées, car ce qui est intéressant, c'est que dans cette série-là, Philippe Bonifay ne s'est pas concentré sur un seul type d'histoire, qui a assez de variété, et que par exemple, on le dira tout à l'heure, Pinocchio dénote pas mal au niveau de l'ambiance des 2 autres histoires. On va commencer par Blanche-Neige. Blanche-Neige, en fait, nous raconte comment les frères Grimm ont trouvé un des frères Grimm a trouvé un bouquin, en fait, qui raconte l'histoire de Ottilie et les Nibelungen. Et il commence à essayer de lire cette histoire-là, qui raconte l'histoire de cette jeune fille de bonne famille qui se retrouve dans un cirque. Enfin bon, histoire de trahison, vengeance, avec des frics au milieu. Oui. Dans l'Allemagne c'est écrit sur du 18e, et qui est une histoire assez sombre, assez tragique, et effectivement très très éloignée, je trouve, du conte d'origine. Qu'avez-vous pensé du scénario de cette bande dessinée ? Alors sympa, moi le scénario est bien fait, bien mené. Je pense que malheureusement avec Tizak, on va se rejoindre sur pas mal de points qui nous ont ensuite beaucoup choqués. Perturbés. Choqués. Tizak. Vous m'intriguez. Ben, c'est l'idée de vouloir replacer Blanche-Neige comme étant une jeune fille de bonne famille qui perd sa maman, la maman est plus ou moins remplacée par une marâtre qui devient du coup la sorcière. Bref, l'idée est bonne à la base. C'est la mise en scène qui est, à mon sens, catastrophique pour le lecteur. Ah ouais, catastrophique, tu vas loin. Moi, pour moi, en tout cas, ça a été catastrophique. Autant tout à l'heure, je disais que Badass, je l'ai relu une fois, virgule quelque chose, presque 2, parce que je me suis régalé, et voilà. Là, le Blanche-Neige, il a fallu que je le relise lui aussi une fois, virgule quelque chose, parce qu'à l'inverse, on se perd. Mais c'est plus des problèmes de narration dans ce cas-là. Ce sont de gros problèmes de narration. C'est pour ça que je disais que l'idée du scénario était bonne, mais la mise en scène du scénario est une catastrophe à mon sens. D'accord. Thio, tu es aussi tranché. Alors c'est le premier conte que j'ai lu. J'en avais peut-être pas d'assez bons souvenirs, on va dire. Voilà, scénaristiquement, c'est clair que moi j'ai trouvé que c'était excellent. Toutes les idées sont vraiment bonnes. Ouais, des nains, de l'ours, voilà. Donc oui. Dans les frics, il y a un ours auquel la jeune fille s'attache. Oui, et puis il y a des relations à l'intérieur des frics qui sont intéressantes aussi. Enfin, c'est bien foutu. C'est très riche. L'idée de départ est très intéressante. Mais c'est vrai qu'il y avait j'ai eu beaucoup de problèmes, tu vois, en y repensant, beaucoup de problèmes de lecture. C'est ça. D'incompréhension au niveau de certaines cases. Où à des moments je me suis perdu dans l'histoire parce que je savais plus du tout on ne sait plus qui parle et ce qui se faisait, ce qui était en train de se faire. C'est vrai que ça m'a posé pas mal de problèmes de lecture et j'ai dû revenir sur certains passages. Maintenant, voilà, on va dire, si on prend la collection dans son ensemble, voilà, si on vote, pour moi ce serait le moins bien réussi des 3. C'est le moins bien réussi et pas forcément la moins mauvaise idée à la base. Ce qui est dommage. Voilà. Ce qui est dommage, oui. C'est ça que je trouve dommage. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui m'a gêné, c'est effectivement, comme le disait Mathieu, des problèmes où à la lecture on se perd. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, en dessin de cases, certains personnages, mais en fait ce sont d'autres personnages qui parlent.
soit des personnages qui sont hors champ, et pourtant on se retrouve avec une bulle qui pointe mais en fait vers nulle part, ou pas vers le bon personnage, puisque celui qui parle est hors champ, ou alors carrément, on a par exemple le dessin des frères Grimm, je crois, hein, c'est ça, je me trompe pas, Oui. mais ce sont les personnages eux-mêmes qui parlent, donc genre Ottilia ou Ottivia, parce qu'il y en a deux là, Ottilie, donc oui. en plus les prénoms se ressemblent. Enfin, c'est extrêmement perturbant à la lecture, et je ne vois pas en quoi ça peut servir le scénario, l'histoire, l'ambiance, que de fonctionner comme ça. Moi en tout cas ça m'a vraiment beaucoup gêné, quoi. Par contre, c'est vrai que c'est un renouveau intéressant en tout cas de Blanche-Neige, quoi. Ça, Oui, c'est une belle relecture de. c'est une belle relecture, et voilà, surtout ça amène je dirais une lecture adulte, parce que clairement le conte n'est plus un conte pour enfants. Au niveau du dessin, donc le dessin c'est Fabrice Médour. Donc un dessin tout en aquarelle qui est très joli, mais effectivement qui manque un petit peu de patate, quoi, de rythme. Moi j'ai trouvé ça très joli. C'est de la très belle assez illustration, mais un peu figé. Oui, je suis d'accord. Ce qui, je pense, voilà, c'est aussi ce qui a un peu posé souci derrière. Et on voit qu'il y a quand même du gros talent d'illustrateur, qu'on voit la couverture qui est... La couverture est splendide. Il y a certaines scènes, effectivement, qui sont arrêtées où c'est absolument splendide. Sauf qu'il y a des scènes d'action, il y a pas mal de scènes d'action, notamment à la fin, et ben, voilà, quoi, ça manque de pêche, ça manque de mouvement, ce qui est un petit peu dommage. Mais après, il y a certains dessins qui sont très très bien réussis. Il y avait une bonne idée pour éviter justement de perdre le lecteur, c'est que quand ce sont les frères Grimm qui discutent entre eux, on est sur un code couleur dans des tons jaune, orangé, ocre, un peu plus chaleureux, un peu ouais. plus chaleureux, parce qu'effectivement ils sont en intérieur, au coin du bois ou au coin de la lampe à pétrole ou un truc comme ça, enfin la lampe à huile. Sauf que malheureusement, vu qu'on est sur plusieurs scènes, plusieurs actions différentes, aussi bien au niveau de la chronologie qu'au niveau des lieux, donc pour les frères Grimm on s'en sort à peu près, sauf que pour les deux autres situations, on les mélange régulièrement, quoi. Et on sait pas à quel moment on se situe, on sait pas où est-ce qu'on se situe, avec quel groupe de personnages on est. C'est vraiment pas clair. Donc quand on rajoute cette perte-là plus la perte du texte, ça devient un peu brouillon, ce qui est dommage. Voilà. Je pense que si je suis peut-être un petit peu dur, c'est parce que l'idée était très bonne, il y avait beaucoup à faire là-dessus, et que finalement la réalisation est en deçà de ce que ça aurait pu donner. Ok. Donc c'est pour qui celle-là? Oula. Les adultes. Ouais, les adultes pour... Ouais, non, ça, le sujet de compte, il est pas pour enfants, quand même. Il se passe des choses dedans, c'est pas... Pour ceux qui aiment pervertir les contes. Ouais, ou pervertir les enfants aussi, si tu veux. Ça marche. Ok, on va passer maintenant à la barbe bleue. Je vais laisser Thio nous faire le pitch. Tranquille, Ouais. paisible. Ouais, j'ai dû le lire il y a 6 mois, donc... Je savais que je pouvais compter sur toi. Et puis il y a des quatrièmes de couverture pas trop mal foutues en plus, tu vois, pour t'aider. Donc du coup, là, on va suivre l'histoire donc de Charles Perrault, Barbe Bleue. Et on va apprendre en fait que c'est Barbe Bleue qui avait un frère jumeau, et en fait l'histoire de Barbe Bleue, c'est l'histoire de Charles Perrault lui-même et de son frère, à qui il va arriver moult drames à son frère, et ces moult drames vont en fait faire qu'il va à peu près péter les plombs, et qu'il va faire de la vie de son frère un enfer. C'est ça. Je pouvais avoir un petit peu peur au départ avec l'idée du frère jumeau maléfique. C'est un Parce peu que, classique. C'est un peu C'est un peu vu, classique. réchauffé, tout ce qu'on... Mais en fait, c'est très bien foutu, le fait que ce soit en plus en lien avec l'auteur. Surtout, c'est que c'est brise très un bien. petit peu le quatrième mur là, Ouais. dans cette affaire-là, quoi. On va chercher directement le lien originel entre l'auteur et le héros ou les héros. C'est extrêmement bien foutu de ce point de vue-là. Après, au niveau de l'histoire, c'est très très bien mené. Entre guillemets, le duel à distance entre les deux frères va durer pendant des années, et des fois, voilà, Charles Perrault va avoir du répit, où il va pouvoir du coup se créer une nouvelle vie, et à chaque fois, son frère va arriver pour de nouveau tout briser, et à chaque fois le renvoyer, en enfer. Frère Quoi, est un tueur en série dans l'ombre. Oui, mais qui a ses raisons. Oui, comme tous les tueurs en série. Mais non, mais je le faisais, j'avais de bonnes raisons. Ouais, Il m'a piqué mon orange. Ouais, mais celle-là était bonne quand même. Et puis maman, elle m'aimait pas. Ouais.
Donc scénario très réussi, très prenant. On est vraiment dans l'histoire d'horreur en fait. Hein, Ah, là ouais, ça c'est vraiment le Barbe Bleue qui fait peur. Ouais, hein. c'est le Barbe Bleue qui fait peur. On se rapprocherait de la notion de tueur en série qu'on peut croiser au jour d'aujourd'hui dans tout un tas de séries télé, Dexter, Esprit criminel, etc. Et là, on est replongé dans une ambiance bien plus ancienne. Donc c'est très prenant, c'est très bien foutu. Très sombre. L'idée de scénario est bonne, la réalisation du scénario est bonne, les dialogues sont bien meilleurs que dans Blanche-Neige. Ça fonctionne très bien. Le dessin de Stéphane Duval. Si je devais mettre un bémol, ce serait peut-être là-dessus. Il est bon. Attention, j'ai pas envie voilà. Après, c'est vu qu'on est dans la même collection, avec Pinocchio, Blanche-Neige. Donc là, on est sur un style plus classique. On est sur un style plus classique. Voilà, l'ancrage un peu plus marqué. Une ligne un peu plus claire. Ouais, voilà. Ça sort peut-être un petit peu moins des sentiers battus comparativement aux deux autres. Moi, c'est les couleurs qui m'ont un peu déçu. C'est-à-dire que je trouve que globalement, elles sont bien utilisées à mettre bien les scènes en valeur, mais je trouve qu'il y a un usage des dégradés un peu trop appuyé qui parfois m'a un peu gêné sur certaines cases. Mais globalement, moi, j'ai trouvé le dessin efficace, réussi, et qui mettait bien dans l'ambiance, qu'il arrivait à être assez sombre comme il fallait. Voilà, moi, c'est quelque chose qui vraiment m'a puis, bien pris. Encore une fois, la couverture, elle dépote. Ah oui, non, mais sur les couves, sur cette collection, ils ont fait... elles sont, les trois sont magnifiques. Ça ferait des beaux posters. Ouais, je confirme. Quelque chose à rajouter ? Non. C'est pour qui ? Mais qui porte des barbes. Pour les gens qui veulent se faire peur. Pour les gens qui ont un frère jumeau. Ouais, j'espère que c'est pas lui. Bon, alors là, en plus, la Barbe Bleue, à la base, n'était pas un conte très rigolo non plus. Non. Donc, non. Je trouve que... Ils ont réussi à donner une dimension d'horreur supplémentaire. Ce qui n'était pas forcément évident, puisqu'à la base, c'est déjà de l'horreur. Bien, nous allons pouvoir passer à Pinocchio. On n'a pas dit pour qui c'était, mis à part les mecs qui portent des barbes. Vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais alors, à part les mecs qui portent des barbes, vous deux, quoi. Les amateurs des contes de la crypte. Ah ouais, pas mal ça. Ça peut le faire, ça, je pense. Pas mal ça. Ouais. Il y a un petit côté je valide. Pinocchio, maintenant on va demander... Ah bah oui, c'est c'est le seul que je n'ai pas lu, bien joué voilà, Pipier. bravo, alors il va falloir que je m'y mette. Alors Pinocchio, on va suivre l'histoire d'une petite fille qui est la fille du régisseur du Théâtre Garnier à Paris. L'Opéra de Paris, voilà. Théâtre Garnier, l'Opéra de Paris. Et justement, donc elle va faire visiter... Carlo Collodi. Voilà. L'auteur de Pinocchio. L'auteur de Pinocchio, donc un célèbre italien. Elle va lui faire visiter justement l'opéra, donc du sol au plafond, de tout ce que le public ne voit jamais. Et il va se retrouver, et elle va lui faire partager aussi son imaginaire, car c'est une jeune fille pleine d'imagination, qui s'invente de nombreuses situations, qui s'imagine elle-même faire partie des opéras qu'elle connaît tous par cœur, et on suit un peu cette histoire de cette jeune fille. D'un point de vue du genre, dans un genre totalement différent des deux autres histoires, on est vraiment dans quelque chose de plus, sans vouloir être péjoratif, plus fleur bleue. Disons qu'après Barbe Bleue, c'est très très léger. Oui. Mais ça fait beaucoup de bien. Je t'avoue que je les ai lus dans ce sens-là. Blanche-Neige, Barbe Bleue, Pinocchio. Pinocchio, du coup, ça m'a détendu. Parce qu'après Barbe Bleue, c'était un peu plus stressant quand même. Ouais, mais je pense, voilà, là, moi je dirais c'est vraiment le seul Pinocchio que je pense, voilà, tu peux te dire ça, celui-là, il est pour les enfants. Oui, il est à la portée. Il est mignon, il est beau. Il y a pas de violence. Enfin, il y a un peu de scène un peu difficile, un peu dure sur le final quand elle va chez les. Ouais, mais ça reste, chez les sœurs. Enfin... Ouais, mais ça reste, on va dire, naturel. Oui. C'est pas de la cruauté, il y a pas de méchanceté, c'est la nature. Les personnages sont quasiment tous sympathiques. Il y a pas de méchants vraiment dans cette histoire. Et j'ai trouvé ça sympathique, mais c'est vrai que je trouvais que ça manquait un peu d'enjeu. Tu vois, ouais, mais non, parce que justement tous les passages en fait qui se passent dans enfin je ne vois plus le nom de la petite, hein, mais qui se passent justement dans ces rêves, c'est... Moi, j'ai trouvé que la transcription des rêves de la petite, qui du coup se retrouvent ensuite dans l'histoire de Pinocchio, et qui font le côté fantastique de Pinocchio,
moi j'ai trouvé ça magique, quoi. Les idées sont excellentes. Le passage dans la baleine. Oui. Moi je me suis régalé, vraiment. Qui est une salle de l'opéra, donc. Non, c'est quand elle est à l'exposition universelle. L'exposition universelle, pardon, oui. Parce qu'il y a des salles de l'opéra qui deviennent des salles du conte, mais là où il y a la baleine, c'est vraiment. Oui, c'est très joli. Et puis le dessin de Thibaut de Rochebrune est tout en élégance, tout en finesse. Moi, vraiment, c'est un dessin que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Tout en finesse, en élégance, et quand il faut envoyer vraiment du mouvement, qu'il faut envoyer des trucs un peu fous. Les scènes où elle imagine qu'elle danse, où elle est dans l'imaginaire. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très 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 bien fait. Donc oui, je crois qu'on sera d'accord pour dire que c'est un de ceux qui vous a le plus convaincu. Barbe Bleue m'a convaincu, mais pas dans le même genre. Voilà, ouais, c'est pas vraiment comparable en termes de genre. Je trouve ça intéressant qu'on ait une collection où on ait une thématique commune, mais qui se permettent d'avoir de piocher dans des genres différents. Je pense qu'en tant que scénariste, ça doit être un super exercice. Tu dois vraiment te faire plaisir. Par contre, faut juste faire gaffe quand tu les offres à des enfants. En disant j'ai lu Pinocchio, c'est trop cool, tiens, je t'offre les deux autres. Ouais, je vais t'offrir Blanche-Neige. Le Blanche-Neige, il est dur. Voilà, c'est pour qui ? Pour les enfants qui rêvent. Ouais, pour les rêveurs. Pour les grands aussi. Hein. Pour les petits et les grands rêveurs. C'est beau. Oh là, pour les petits, il y a quand même quelques scènes de nu, même dans le Pinocchio. Hein. Ouais, mais ça va. Je n'ai pas lu, donc je peux pas vous dire si c'est trash. Ça va. Danseuses qui changent. C'est bon, moi j'ai mes élèves de 8 ans qui jouent à GTA, ça va. Dans Barbe Bleue et dans Blanche-Neige, les scènes de nu sont sexuellement actives. Explicite. Donc Pinocchio par Thibaut de Rochebrune et Philippe Bonifay. Bon, globalement, que pensez-vous de cette collection ? À poursuivre. Très intéressante. Parce que c'est très intéressant. Voilà, peut-être que j'en attends beaucoup trop et c'est peut-être pour ça que j'ai été un petit peu sévère tout à l'heure avec le Blanche-Neige. Mais voilà, moi l'idée de repartir aux origines des contes, c'est une excellente idée et les idées de scénario sont très bonnes. Oui, parce que voilà, il va pas dans la facilité, je trouve, pour trouver ses origines. On a souvent des histoires très riches en fait. C'est peut-être aussi ce qui parfois rend la lecture un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. La lecture et je dirais même l'adaptation pour le dessinateur, parce que du coup ils ont travaillé sur les trois en même temps quasiment. Je pense que Philippe Bonifay a dû écrire... Oui, les trois ont dû être dessinés à peu près en même temps par les trois dessinateurs, j'imagine, pour pouvoir permettre de faire une sortie. C'est ça, voilà, donc ça doit être aussi compliqué pour les dessinateurs de travailler avec... entre guillemets, voilà, non, si... Ouais, ils ont le scénario, et oui, en général, le dessinateur, il bosse tout seul dans sa cave, attaché par l'éditeur. Fouetté, ouais, mais non, mais justement, je pense que c'est peut-être là aussi un petit peu la difficulté, c'est que Bonifay, il était sur 3 projets en même temps. Peut-être que lui, il a pris plus de temps. En parallèle, parce qu'il prévoit peut-être déjà les autres. Exactement, donc... Est-ce que vous pensez qu'on risque d'avoir un jour à l'origine des contes à l'origine de Bonifay. L'histoire de Philippe Bonifay. Seulement si Glénat, en fait, veut vraiment faire beaucoup de thunes. Ouais. Ouais, ça pourrait être une idée sympa de mettre Philippe Bonifay en scène sur comment il en est arrivé là et tout. Comment ? Ça pourrait être rigolo. Il lui arrive des choses aussi horribles que ce qu'il fait ses personnages. Oui, j'espère que sa vie c'était plutôt celle de Pinocchio que celle de Barbe Bleue ou Blanche-Neige, hein. Pour revenir 3 secondes sur le format des BD, enfin, ils ont quand même essayé de prendre le temps de réaliser le scénario proprement avec entre 70 et 80 pages. Oui, c'est du gros volume. Hein. Voilà, on est quand même sur un volume très intéressant pour rentrer un peu plus profondément dans le scénario. Oui, on n'est pas dans le 46 pages. Il y a de la pagination, il y a de la lecture. C'est un joli travail. Ça vaut le coup. Donc voilà, à l'origine des contes, chez Glénat, 3 tomes parus pour le moment. On attend les autres. Je suis curieux de savoir quels seront les prochains contes qui seront traités. Réponse peut-être que ce sera fait avec autant de talent que ce que nous avons pu faire. Et quoique finalement le fait qu'elle ait la chevelure brûlée au milieu de la ville, enfin ça peut. Ouais, ça peut lui donner des idées. Donc Philippe, si tu nous écoutes, je me permets de te tutoyer parce que tu comprends, on est des grands producteurs et on est très très forts. Et du coup, tu peux faire un partenariat avec Jean-Luc David. Ça... Ah, la classe. La classe, hein. Online. Alors, online, je vais vous parler d'une bande dessinée qui a été faite par Fabien Groslo. Il y a... Ah, Groslo Mon Dieu. Mathieu m'a regardé, il m'a vu, il a vu dans mes yeux que j'allais la faire.
Isaac, tu sors. Tu sors, non là c'est. En plus tu satures quand t'es tellement content de ta vanne. Ouais, je suis content. Qui s'appelle Tintin et moi. Et en fait c'est une bande dessinée que vous trouvez sur le site de Fabien Groslo, fabien.groslo.free.fr/tintin1.html, qui est donc une bande dessinée où il s'amuse à ressortir les vieux Tintins qu'il avait quand il était jeune. Éloignez-vous des micros pendant que vous rigolez. Les vieux Tintins qu'il avait quand il était jeune et qu'il avait complètement, on va dire, saccagé entre guillemets, mais il avait redessiné dessus quand il était jeune pour modifier l'histoire, l'arranger, rajouter des dialogues, rajouter des objets, aider les personnages. Genre, quand Tintin est en train de s'échapper, il lui met des patins à roulettes pour qu'il aille plus vite. Tout un tas de trouvailles où on le voit qui dessine dessus et il nous raconte un peu ça. Oui, moi je trace, hein, parce que sinon on va perdre tout le monde. Donc vraiment quelque chose d'assez intéressant. Je sais pas si ça va réussir à rester en ligne très longtemps, Moulin Saressa ayant une politique parfois assez difficile sur le sujet. Donc foncez dessus, c'est assez court, c'est vraiment très sympa. J'aurais bien demandé à Thio ce qu'il en avait pensé, parce qu'il l'a lu. Mais là, il s'est cassé dans l'autre pièce. On a perdu Thio. Bon, en attendant, c'est très intéressant, hein, parce que quand on regarde, bon, c'est un tout petit format façon à l'italienne, mais avec un mélange de scans de pages d'albums et rescotchés, réécrits dessus, etc. Des textes retapés, c'est sympa. Thio, qu'en as-tu pensé? C'est bon, ton fou rire est fini? Tu t'en remets? Non, il prend son souffle là. Il remet son oreillette. Oui, je t'écoute. Alors. Donc pour une fois, j'ai... Un gros là. Oh, l'enfoiré. Donc, pour une fois, je crois que c'est la deuxième fois que je lis un online, où je regarde un online. Il était, moi j'ai trouvé ça très intéressant, parce que justement, il explique comment est-ce qu'il est arrivé Comment est-ce qu'il en est arrivé là, ouais. Oui, il nous explique le processus qu'il avait quand il était môme. Vous avez vu, j'ai dit processus, c'est un processus, voilà. Donc, comment est-ce qu'il a... Vous avez vu, j'arrive à garder mon sang-froid. Je pense que... Et il trace. Ah ouais, non, mais je trace, je veux dire... Fin des gars. Bon, tu sais quoi, Mathieu? Tu nous mettras un commentaire, hein, ouais. tu nous donneras ton avis, mais par écrit. Par écrit, parce que là, je crois qu'on va pas réussir à en tirer grand-chose. Et je crois qu'il va être temps pour Tizak de nous faire son jingle à la bouche, comme il sait le faire si bien. Ah ouais, mais je crois qu'on va avoir le bug, parce que ça va être en mono. Enfin, donc on vous met ce jingle en accéléré. Retour travail sérieux, une entente parfaite sur la base de l'adieu très honnête résout les problèmes d'érection totale, réconciliation. C'est Isaac qui va parler. Oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oh putain. Et oui, c'est encore l'heure du Dr Tizak. Alors Dr Tizak ce soir reprend rapidement l'émission 90 où vous avez largement commenté pendant plusieurs semaines. Donc écoutez, tout d'abord merci. Et donc effectivement oui, là il y a du taf. Donc les commentaires sont multipliés pour cet épisode 90, tantôt Lunch, Torch, Toturi et même Randall Flag qui sont donc allègrement épanchés dans nos colonnes. Tantôt pour pleurer un petit peu sur nos chers libraires. Et oui, c'est les chers libraires qui ferment, mais tantôt aussi pour dire que certains ils ont plutôt intérêt à se bouger le cul s'ils veulent garder leur boutique ouverte. Donc on nous donne quelques exemples de bons libraires chez qui les uns ou les autres peuvent aller avec une ouverture à d'autres modes de fonctionnement, l'Amazon Marketplace, une salle d'arcade, faire venir des groupes pour faire un petit peu de zik, voilà. Oui, varier un petit peu ce que fait la librairie. Varier l'offre et pas attendre le cul derrière la caisse, quoi. Oui, animer un peu sa librairie. C'est ça. Bref, se bouger l'os. On nous parle également bien sûr du modèle économique d'Amazon, hein, et de ses retombées positives, négatives, voilà tout ça. Bref, on termine ensuite avec une petite discussion qu'on aurait pu intituler "On est vieux et con, mais on assume", puisque à l'approche des périodes de Noël, il y a eu des petites discussions autour des cadeaux à offrir aux enfants. Ah. Et on est revenu sur le traditionnel combat entre les jeux de société contre tout ce qui peut être de l'ordre du numérique, les tablettes en tête. Bon, bien sûr, nous faisons partie des vieux cons rétrogrades qui avons envie d'offrir principalement mon jeu de société, un bouquin, une babale, voire une orange. Il y a de très bons jeux de société sur tablette. Les oranges, je sais pas, mais les jeux de société... Il y a des bonnes oranges aussi. Il y a des bonnes oranges, ouais.
Donc voilà, en tout cas, merci pour tout ça. Il en ressort quand même quelques liens très sympathiques que je vous laisse aller consulter parce que bon, on en est quand même à 23 coms, record battu, record à battre du coup. En tout cas, merci donc pour cet élan de discussion, encore une fois positif, constructif, qui a permis d'avoir des transmissions d'informations bien sympathiques. Merci encore. Lunch nous demande si on va parler de baston. Non, alors à la fin, ça a viré sur ouais baston. Non, personne veut taper personne. Enfin si, peut-être Toturi, mais ça c'est un autre problème. On vous laisse régler ça en mail privé. Concernant l'émission 91, mon cher Pied-Pied, il a fallu te remettre un petit peu oui, je sais. Dans le sens de la marche. Je fais toujours cette erreur, c'est terrible, j'ai honte. Voilà. Bon, donc Matt Manga, t'as un petit peu remis les choses en place car tu t'étais toujours planté. Pas corrigé. Ah, t'as toujours pas corrigé en plus. Ah, bah, bravo. Oui, alors en gros, il faut savoir que sur l'article, pourtant je passe des heures sur cet article pour qu'il soit beau, bien présenté, que ce soit à peu près lisible. Je vous ai fait un bon teasing de la prochaine carte blanche de Matt Manga. C'est ça. Bien joué. J'ai envie de dire bien joué. Donc voilà, parce que j'ai pas mis les bonnes photos et tout. Enfin bon, j'ai merdé. Donc attention, petit Pied-Pied, tu files très mauvais coton en ce début d'année. Il va falloir se ressaisir avant la fin du trimestre parce que sinon tu ne pourras. Pardon. Passer dans la classe supérieure. Voilà, c'est ça. Tu fais tes livrets, toi, en ce moment, non? Non, même pas. Toujours est-il que Matt nous gratifie d'un joli petit lien sur Astérix no Danzatsu. Oui, on en avait déjà parlé ici. N'est-ce pas? Et que Lunch a largement apprécié. Allez-y vite. Il y a plein d'autres trucs qu'il a fait dans le même genre, où il s'amusait à mélanger du Conan le Barbare avec Little Nemo, etc. Vraiment très sympa, le travail de cet auteur. Bon. Allez voir. Lunch nous propose également d'aller jeter un petit coup d'œil aux autres travaux de Jean-Denis Pindax, dont on a parlé pour Tsunami. Bien, Tsunami. Ouais, bien Tsunami. Et donc il paraît que c'est très très beau. Toturi nous propose quant à lui Palace de Simon Huro, où il avait également apprécié, c'est dans le même genre, même atmosphère. Pour revenir sur Jean-Denis Pindax, on a déjà parlé de ses autres travaux, parce que c'est le dessinateur de Svoboda en fait. Oui. Dans un style totalement différent. Dans un style totalement différent, oui. Côté Astérix ensuite, puisqu'on a quand même parlé de ce. Et il faut dire Pindax. Hein, alors sur les prononciations d'ailleurs, je crois que je vais me faire reprendre aussi tout à l'heure. Pindax. Pindax. Nous dit Lunch. D'accord, merci Lunch. On sait que tu sais tout. Merci Lunch. Il est fort. Il est fort, c'est Lunch. C'est précis, quoi. Pointu, affûté. Ouais, sharp. Donc côté Astérix, il semble moins enthousiaste le petit Toturi par rapport à ce que nous n'avons pu ressentir. Il donne quelques infos supplémentaires et nous propose donc la lecture d'une analyse qu'il a pondue sur la conception de cette BD. Peut-être qu'à force, il va finir par piquer la place de quelqu'un, ce petit Lunch. Ah, il faudrait qu'il quitte la région de Bordeaux pour descendre un peu plus dans le vrai sud. Il faudrait faire un échange de maison. Ouais, ça dépend de sa maison. Ça dépend de sa maison et où elle est, ouais. Attends, il a son assaut de jeux de société du côté de la Cano, donc il y a des trucs à faire. Hein. Ouais, et puis en plus, il nous fait plein de commentaires, plein de petites flatteries là. Hein. On en est vraiment là parce que quand on en vient à nous dire qu'on chante excessivement bien. Voilà. Oh la vache. Ouais. Bon, pour mon cas personnel, je suis d'accord, je veux bien. Après, pour vous les gars, je suis désolé, mais Toturi nous propose de nous plonger ou nous replonger, pour ceux qui connaissent déjà, puisque ça date quand même de plusieurs années, la lecture de Révélation. Oui, de Humberto Ramos, dont on nous a parlé. Et Paul Jenkins au scénario. Yep. Exactement. Bon, lui a eu du mal. Il n'a pas réussi à finir. Mais bon, après à chacun de se forger son petit avis. Et puis on avait également un petit commentaire de Lionel qui allait plutôt dans notre sens sur le Astérix. Lui aussi était d'accord pour dire qu'il manquait des petites bricoles sur la vie dans le village, la mésutilisation du collecteur d'impôts ou le petit manque de baston à coup de poisson pourri. Du mec du recensement, pas le collecteur d'impôts. Oui, le recensement, pardon, pas le collecteur d'impôts. Et voilà. Et donc il nous remercie parce qu'il savait pas que c'était Arleston qui était au scénar de Chimère. D'accord. Moi je vais en profiter parce que je savais pas que c'était Arleston qui était au scénar d'Astérix. D'Astérix. Lui non plus d'ailleurs. Non plus. Pas encore au courant. Voilà. Je voulais d'ailleurs m'excuser, j'arrête pas de dire Xavier Guibert, ce n'est pas Guibert, c'est Gilbert, je le sais en plus. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours des erreurs le concernant et ça craint. Tu peux l'appeler Gilbert si tu veux, peut-être ça peut te tenter. Non, je pense que je vais me prendre une baffe un jour, je vais le croiser, tu vois, il va me taper. Non, ça c'est Lunch. Ah oui, non, ça c'est Lunch. C'est pas Toturi Aussi, d'accord. Bon, je vais essayer d'éviter de croiser les auditeurs et voilà.
Donc, je crois Laissez que... encore plein de commentaires pour la prochaine émission, les enfants. Laissez plein de commentaires. Oui, nous sommes arrivés au bout de cette émission. C'était... Waouh. C'était épique pour un retour en 2014, là, on était bien. C'était laborieux. On a pas mal ramé, mais j'espère que vous aurez quand même apprécié cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour les OEC Awards sur le site lavoidesbulles.fr. Vous y trouverez tous les liens vers les réseaux sociaux si vous voulez nous dire des choses, nous parler ou participer à l'émission. Si vous avez des idées pour le numéro 100, si on cherche toujours, franchement, on est vraiment à la bourre là-dessus. C'est bien, 7 numéros. Oui, c'est très bientôt quand même. ça s'approche à grands pas. 6 mois. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et puis, à part ça, on dit au revoir, je crois. Hein. C'est ça ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. mais il touche, hein. Si on me c'est demande l'heure. maintenant de le passer à Quoi, c'est l'heure? Mais putain, ça va, je suis là, j'arrive. ennuyé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre une mesure. Tu veux tout pasquier? Mais 2 secondes, je suis là, j'arrive. Tiens, un café pour la 12. Et merci. Et merci pour la 12. Attention, la pizza chaud. Mais il me porte le café à moi. T'en as déjà un là de café, t'en veux combien toi? Mais c'est En le plus, sucre, il y a une ça. cuillère avec un sucre. C'est parti.